Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission. C'est Entretien. Né il y a une cinquantaine d'années dans le département de la Menoie, c'est à l'Ouest Cameroun. L'invité de ce soir est aussi docteur. Ses domaines de compétences vont des sciences expérimentales à l'économie. En fait, c'est à Yaoundé qu'il effectue ses études. Entre ses études primaires et secondaires, en 1972, il obtient au lycée Leclerc son baccalauréat D. Après 2 années passées à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé, entre 72 et 75, il quitte le Cameroun pour la France et de 76 à 81, il poursuit des études de biochimie, de nutrition, de pharmacie, de droit, de communication, d'économie et de sciences politiques. Je suis pas exhaustif. En politique, fondateur de la Convention libérale, c'est un parti qui a été créé en 1991. Il rejoint l'UNDP en 2002. La personnalité qui est donc juste en face de moi est le secrétaire général du parti de Bolo, Bouba Maïgari, sénateur de la République nommé par le chef de l'État. L'invité connaît un rayon de sciences politiques, lui qui a obtenu un diplôme d'études approfondies de sciences politiques en 1979 à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, analyse politique. J'ai dit sénateur, il connaît les couloirs de nombreuses publications camerounaises, La Nouvelle Expression, Le Messager, entre autres. Il s'y est investi au cours des années de Brest et est également auteur de certains articles de la Constitution. Production éditoriale faite sous les bannières du Front des Alliés pour le Changement et la Convention libérale. C'est de la libéralité et du changement qu'il parle lorsqu'en 1983, il publie Cameroun qui gouverne. Depuis l'ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, donc, beaucoup de verbes ont émané. Seul sénateur de l'UNDP, donc, je reçois ce soir le docteur Pierre Flambeau-Ngayap. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tongo Dipita. Monsieur le sénateur, docteur président, qu'est-ce que vous serez le mieux? Disons que ce qui ne finira jamais, c'est docteur. Voilà. Alors, je souhaite, puisqu'on en a que pour 60 minutes, qu'on aille droit dans les questions de fond. Commençons par la politique. Ça fait 20 ans, par exemple, que la Constitution de 72 a été revue. Et on constate qu'elle n'est pas totalement appliquée jusqu'à ce jour. Il y a quelques articles qui font problème, notamment la Cour constitutionnelle, qui n'est pas encore sur pied, l'article 66 qui n'est pas appliqué, et entre autres la mise en place des régions. Alors, sénateur que vous êtes, comment quel jugement vous en faites? Maintenant que je suis au cœur des institutions, je suis sénateur, membre du bureau du Sénat, je voudrais aller un peu plus loin que l'incantation, la complainte, et poser des actes qui font bouger les lignes. J'envisage, j'ai déjà travaillé dessus, introduire une proposition de loi tendant à faire sauter les verrous de ces dispositions de la Constitution qui ne sont pas encore mises en application. Vous savez, par exemple, vous avez précisément mis le doigt sur les 3 chantiers essentiels de la Constitution qui ne sont pas encore mis en place: le Conseil constitutionnel, les conseils régionaux et l'application de l'article 66. C'est vrai que dans 2 de ces 3 chantiers, l'article 66, le Conseil constitutionnel, il y a des jalons qui sont mis en place, mais on n'est pas encore au bout du processus. Donc, il s'agit pour les acteurs politiques de faire en sorte que ces institutions soient effectivement mises en place. Alors, mais seul sénateur de votre parti, bien sûr, vous êtes en plateforme avec le parti majoritaire au Sénat. Avez-vous les moyens de contraindre l'exécutif, justement, pour mettre en place... Je vous remercie pour cette question parce que beaucoup se la posent. Je voudrais me réjouir que je sois dans une institution qui, au final, n'a pas la physionomie que j'imaginais ou que l'opinion imagine. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de mot d'ordre du parti au sein des sénateurs, par exemple? Non, je pense que la configuration générale du Sénat, ce sont des personnalités qui ont, pour la plupart, une longue expérience politique, administrative, de la gestion des hommes, de nombreux chefs traditionnels, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, qui ont tous un bagage d'expérience qui est important. Et je me rends compte, au fil des années, que ce sont des personnes ouvertes,
qui ne sont pas coincés par la discipline rigide d'un parti politique et qui sont capables, chaque fois qu'une idée est bonne, qu'elle recouvre le bon sens, se disent oui, cette idée ne vient pas de notre camp, mais c'est une idée de bon sens, nous allons l'adopter. Et beaucoup d'idées que je propose sont prises ainsi en considération sans tenir compte de ce que je ne suis pas du parti. Des exemples concrets, vous avez proposé des idées au sénateur du RDPC qui vous y accompagnent? Il y en aurait tellement, hein, mais je prends des cas tout à fait courants. L'une des activités principales du législateur, du sénateur ou du député, c'est d'élaborer et de voter les lois. Les deux étapes principales de l'élaboration de lois, c'est la discussion, l'examen des lois, des projets de loi ou des propositions, mais les propositions de loi sont rares, des projets de loi en commission, ensuite la discussion en plénière. Dans les deux instances, et les ministres qui ont souvent défendu le projet de loi peuvent témoigner, de nombreux amendements ont été acceptés sur ma proposition, lors même que les ministres sont souvent frileux à accepter des amendements venant des parlementaires, au motif que le projet de loi est d'initiative présidentielle et que eux, n'étant que des exécutants des institutions de la présidence, n'ont pas compétence pour accepter des amendements pour lesquels ils n'ont pas eu le feu vert au préalable. Mais beaucoup de ministres acceptent des amendements parce qu'ils tombent tellement sous le coup du bon sens qu'il est difficile de ne pas les accepter. Je ne veux pas dérouler ici, mais je pense que tous mes collègues qui nous écoutent peuvent témoigner que aussi bien en commission, dans les commissions où j'ai eu à prendre la parole, qu'en plénière, de nombreuses avancées sont enregistrées sur mes propositions. Et concrètement, relativement à la Constitution, donc, les articles qu'on a cités tout à l'heure, quelles seraient vos propositions? Il s'agit, prenant le cas des régions, de mettre en place soit une proposition de loi, soit un projet de loi. Mais dans ce cas, ce n'est pas difficile. La technique consiste à élaborer un texte et le faire endosser par la suite par le gouvernement. Si le gouvernement trouve que le texte est intéressant, il peut l'endosser, et c'est comme ça dans beaucoup de démocraties. Des propositions de loi sont endossées par le gouvernement, qui deviennent un projet de loi, et ainsi, ça rentre dans le tuyau de l'examen de la proposition. Donc, il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où le principe de mise en place des conseils régionaux est acquis par la Constitution, il faut trouver l'opportunité politique d'introduire le texte qui rend ces conseils régionaux et ces exécutifs régionaux effectifs. Il en est de même pour le Conseil constitutionnel. Je trahirai aucun secret en disant que nous avons tous pensé il y a un an qu'il serait mis en place, parce que les bureaux des deux chambres avaient été consultés d'urgence par le chef de l'État pour proposer les 3 membres de chacune des chambres qui doivent faire partie des 11 membres du Conseil constitutionnel. Le bureau du Sénat, auquel j'appartiens, a fait la réflexion et les propositions dans ce sens. Idem à l'Assemblée nationale. On pense que c'était une question de jours simplement. J'imagine qu'il y a eu une contrainte ou un blocage particulier qui empêche que depuis un an, ces 11 noms qui devaient sortir ne le sont pas. Je pense que c'est le seul verrou qu'il faut lever maintenant, désigner les 11 membres du Conseil constitutionnel, pratiquement l'ensemble des textes d'application. Selon vous, qu'est-ce qui a coincé justement, je veux dire, depuis 1996? Alors, pour ça, je peux d'abord dire que la formule constitutionnelle qui consiste à dire les institutions seront progressivement mises en place, je n'ai jamais été d'accord avec cette formule, qui montre effectivement que 20 ans après, la Constitution continue d'être progressivement mise en place. Il s'agit d'une formule qui n'est pas heureuse, qui ne réjouit aucun démocrate et qui permet ainsi de retarder inutilement la mise en place des structures qui permettent qu'une démocratie complète soit opérationnelle. Donc, c'est ce laxisme qui est inspiré par un mot dont la consonance juridique n'est pas évidente. Que veut dire progressivement en droit? Ça peut être en une semaine, comme ça peut être en 25 ans. Donc il s'agit là d'une disposition qui n'est pas heureuse et qui permet qu'on traîne ainsi tout un pays, tout un peuple dans une attente qui est injustifiée. Justement, dans la mise en place du Conseil constitutionnel, au regard du rôle important que devrait jouer cette institution, il y a des voix qui sont élevées, alors qui s'élèvent depuis 20 ans, qui disent que le mot de désignation des prochains membres de ce Conseil n'est pas forcément celui qui devrait être. Vous partagez ce point de vue? Je ne pense pas qu'il
qu'il y a lieu maintenant d'ouvrir ce débat. Cette constitution a été adoptée il y a 20 ans. Nous avons eu le temps, à différents niveaux, de faire des réserves sur ce texte-là, mais dans une démocratie, il faut apprendre à accepter ce qu'on appelle le droit positif, les textes qui sont en vigueur, les faire fonctionner, quitte à voir à l'expérience ce qu'il faut changer. Le Conseil constitutionnel, à la configuration que la Constitution a édictée, il faut le mettre en place dans ces conditions-là. C'est comme le Conseil électoral, hein. On a critiqué sa composition, sa structuration, mais c'est quand même en place. On n'est pas heureux de ce qui est fait, mais il faut que ça avance puisque la loi l'a configuré ainsi. Donc je pense que cette formule qui consiste à faire désigner les 11 membres, dont 3 par le président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une formule comme une autre, hein. Elle n'est pas a priori mauvaise, hein. Si on imagine que dans une autre configuration où les deux pouvoirs essentiels, le législatif et le Parlement et l'exécutif ne coïncident pas, on peut bien imaginer qu'il y ait un plus grand équilibre, hein. On ne fait pas une constitution pour une équipe qui est là à titre temporaire. On fait ça dans le temps, c'est le principe des constitutions rigides, c'est pour que ça dure. On peut bien imaginer que demain, cette structuration du Conseil puisse convenir à d'autres situations. Donc, a priori, je ne vois pas pourquoi on devrait changer la Constitution pour modifier la structuration du Conseil constitutionnel alors qu'on n'a même pas encore expérimenté la formule constitutionnelle actuelle. Et justement, l'autre débat de l'heure, à côté de cette question de la Constitution, il y a le sujet de l'alternance. Et d'ailleurs, le professeur Joseph Aouna, dans sa posture d'enseignant de droit constitutionnel, qui a par ailleurs joué un rôle majeur, vous le savez, en 1996 au sujet de la mise en place de cette constitution, propose dans son dernier opuscule, intitulé « Système politique précolonial au Cameroun, l'alternative régionale ». Alors, il explique, hein, selon lui, qu'il est une forme de rotation du pouvoir présidentiel entre les différentes régions nord, sud, est-ouest, rompant avec le fameux ping-pong. Et là, je le prends de lui également, nord-sud. Êtes-vous d'avis que l'axe nord-sud a montré ses limites? Avant de répondre à la question, on a fini avec le débat précédent. Peut-être un mot sur l'article 66, l'article 66 de la Constitution, qui enjoint les principaux dirigeants de l'État, appelons ça comme ça de manière rapide, pour déclarer leurs biens au moment de la prise de leurs fonctions ou l'accession à leur mandat électif et au moment de la sortie. Je ne veux pas faire un développement particulier sur cette question qui a déjà été développée en d'autres temps et en d'autres lieux, mais simplement pour dire que l'objectif, l'un des objectifs essentiels de cette disposition, c'est de combattre la corruption. Et je regrette que parmi les institutions mises en place pour combattre la corruption, notamment la CONAC, qu'il n'y ait pas un accent particulier sur l'exigence de mise en place de cet article 66. La CONAC produit depuis maintenant 3-4 ans des rapports qui sont diversement appréciés. Mais j'aurais aimé, parce que j'assiste régulièrement aux présentations de ces rapports annuels, j'aurais aimé que la CONAC introduise toujours son rapport en disant la clé essentielle de notre lutte, c'est l'application de l'article 66. Tout en découle. Mais je ne comprends pas que cette revendication ne soit pas posée en introduction des rapports de la CONAC. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Et je présume qu'en le disant, vous montrez votre bonne foi. Pierre Flambour-Gayap est prêt à déclarer ses biens. Ça, c'est vraiment résiduel. Hein. Je pense pas que mes biens intéressent particulièrement. Vous êtes en public et vous avez des activités politiques. Oui, oui. C'est le moment venu, lorsque les... Peut-être que ceux qui ne sont pas pour la mise en place ou alors l'application de l'article 66 ont la même réticence à la réponse. Hein. Non, je voulais dire qu'il ne faut pas concentrer le débat sur ma modeste personne. Le moment venu, dès que tout sera mis en place, je suis disposé à être le premier à déclarer mes biens. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est... D'abord le principe. C'est le principe qui doit être applicable à tous. Okay. Sur l'alternance et la sortie sur l'alternance, oui, je ne sais pas si votre question
est lié au débat qui a commencé il y a quelques jours sur les appels. Non, là, on en parlera plus loin. Il y a d'abord ce volet de l'alternance où le professeur, on a donc, et je l'ai précisé, dont on connaît l'implication dans la mise en place de la Constitution de 96, a donné un point de vue qui semble rompre avec le mécanisme nord-sud actuel. Vous le partagez? Comment voyez-vous, je veux dire, la gestion du pouvoir à travers les 230 et poussières d'ethnie que nous sommes au Cameroun? Je ne pense pas qu'il y a un problème d'alternance nord-sud dans ce pays, parce que l'histoire du Cameroun n'a pas immobilisé, n'a pas consacré cette alternance-là. Nous sommes dans un pays où, depuis l'indépendance, nous avons connu deux chefs d'État. Un qui était d'une région et un second, l'actuel, qui est d'une autre région. Je ne vois pas encore quelle est l'historicité qui permet de dire qu'il y a une présomption d'alternance nord-sud. Il fallait bien que le deuxième vienne de quelque part. Si peut-être il y a un troisième qui est de la première origine, on pourra commencer à dire qu'il y a peut-être un système nord-sud qui se met en place. Mais à partir du moment où il y a eu un premier d'une région, un deuxième d'une autre région, où est le mécanisme nord-sud? Il n'y a pas. Où est la rotation? Où est la balance? Il n'y a pas encore. Donc moi, je ne suis pas dans ce débat philosophique qui présume qu'il y aurait au Cameroun un système nord-sud de présence au pouvoir qui existe. Maintenant, chacun peut spéculer, mais moi je pense qu'il faut travailler avec les règles qui existent et avec la structure sociologique et politique du Cameroun. Pour l'instant, nous sommes dans un système gouverné par une constitution qui ne prévoit pas que le président vient d'une région particulière. Donc si un intellectuel fait ses spéculations sur la possibilité de rotation ou comment pourrait être agencée l'alternance au pouvoir, mais c'est une spéculation. Il n'y a aucun texte qui dit que le président doit... Même si la Constitution précise tout au moins qu'au niveau des personnalités, la deuxième doit venir de l'une ou l'autre région, nord-ouest, anglophone, francophone. Ça, au moins, ça se joue. Voilà. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Vous savez, je suis foncièrement légaliste. Le seul document que j'ai apporté sur ce plateau, c'est la Constitution du Cameroun. Un texte que j'étudie, auquel je me réfère pratiquement tous les jours, pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici. J'ai des travaux personnels qui portent sur le droit constitutionnel, le droit parlementaire. Je peux donc vous assurer que dans cette Constitution, aucune disposition ne prévoit que tel détenteur de tel pouvoir doit être originaire de telle ou telle région. À partir du moment où un détenteur est d'une région, aucune disposition ne prévoit que l'autre détenteur doit être d'une autre région. Pour être plus clair, aucune disposition ne prévoit que, comme le chef de l'État est de la région du Sud, le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat doit être d'une autre région. Le texte ne le dit pas. Si maintenant les analystes constatent que c'est comme cela, mais ce sont des analystes post-constatation. On le constate après. Mais rien dans les textes ne dit que le Premier ministre ne peut pas être de la même région que celle du président de la République. Maintenant, pour des raisons d'opportunité politique, de préservation de l'unité nationale, de mise en place des structures inclusives, on peut comprendre sur le plan de l'analyse politique, de la science politique, qu'il soit judicieux que telle autre personnalité ne soit pas la même origine que la première. C'est de l'analyse politique, mais le droit ne le prescrit pas. D'accord. Si vous permettez, on va au Sénat. Vous êtes d'ailleurs bien installé depuis quelques années. Avoir été nommé plutôt qu'élu, n'est-ce pas une couleuvre? Vous êtes moins à l'aise qu'un sénateur élu? D'abord, je dois vous dire que c'est la seule posture que j'aurais acceptée. Je rappelle volontiers que lorsque j'ai été nommé sénateur, pendant 72 heures, j'ai pris le temps de la réflexion. Je n'ai pas accepté la nomination dès qu'elle a été actée. Je l'ai acceptée parce que précisément, j'ai été nommé sénateur dans une région dont je ne suis pas originaire.
cela fait de moi, et je le dis tous les jours, le sénateur de la République. Même si sur le plan textuel, je suis attaché juridiquement à une région, mais politiquement, je suis attaché au Cameroun. Et c'est mon combat depuis toujours. Je souhaite servir le Cameroun, pas une partie du Cameroun. Dans ces conditions-là, je suis plus à l'aise, infiniment, et je suis le seul dans ce cas, le seul sénateur nommé qui ne soit pas de sa région d'origine. Je suis tout à fait à l'aise pour parler au nom du Cameroun, parce que, précisément, je ne souhaite pas être attaché à une partie du Cameroun uniquement. Bien entendu, je n'abandonne pas la région dans laquelle j'ai été nommé. J'ai mené des actions, le moment du bilan viendra où j'indiquerai tout ce que je fais pour la région du littoral, mais je tiens à insister que ma circonscription, c'est le Cameroun. Et cela permet précisément que, au Sénat, ma voix puisse porter sur tous les sujets. Quand j'entends, par exemple, mes collègues dans l'exercice des questions au gouvernement, la séance des questions orales au gouvernement, les statistiques, vous pourrez peut-être y accéder, montrent que chaque sénateur ne pose les questions que concernant sa région. Mais justement, est-ce que vous considérez donc que vous avez une base politique? Je veux dire, sur le plan purement politique, vous avez été nommé. Mais ma base, c'est le Cameroun, c'est ce que je vous explique depuis. Absolument. Moi, je n'ai pas de prétention locale. Ma base, c'est le Cameroun. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ma base, c'est le Cameroun. Je souhaite représenter le Cameroun, pas une partie du Cameroun. Mais justement, dans cette posture, n'est-ce pas l'une de ces faiblesses, l'une des faiblesses de la haute chambre du Parlement, que d'être assis entre des élus, des nommés? Je veux dire, n'y a-t-il pas ceux qui regardent d'autres d'en haut? Alors, expliquez-moi qui regarde qui d'en haut. Vous n'êtes pas compétent pour répondre aux questions. C'est mon rôle ce soir, ici, de répondre aux questions. Mais ma position, c'est que je me réjouis d'être dans une chambre où il n'y a pas de polémique de cette nature-là. Tous les sénateurs, qu'ils soient élus ou nommés, ont la même valeur politique, juridique et en particulier constitutionnelle. La Constitution ne distingue pas sur le plan des pouvoirs les sénateurs élus des sénateurs nommés. Tous ont les mêmes prérogatives, tous sont des représentants des collectivités territoriales décentralisées et a fortiori les représentants de la République. Justement, puisqu'on parle des chambres du Parlement, il y a cette autre polémique autour de la préséance. Les députés estiment que, tout au moins sur le plan de la présentation du budget des sénateurs, que vous faites fi de leurs avis, de leurs opinions, de leur vote. Surtout qu'ils comptent beaucoup dans la loi de finances. Oui, c'est une question qui est régulièrement soulevée, sur laquelle je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises, notamment à titre dans les tribunes, dans la presse écrite. C'est un sujet que je connais bien, mais en deux mots, je voulais vous rappeler ce qu'il en est. La Constitution prévoit que le Parlement est constitué de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. La Constitution prévoit que le Parlement vote la loi. La loi de finances est une loi. Par conséquent, elle est votée par le Parlement, composé de deux chambres. On ne peut pas imaginer une loi votée par une seule chambre. Dans le débat sur l'opportunité pour le Sénat de voter la loi de finances, la question n'a pas à se poser, puisque aucune loi ne peut être votée par une seule chambre. J'ajoute que l'article 30 de la Constitution prévoit l'obligation d'enclencher ce qu'on appelle la navette parlementaire. Toute loi votée par l'Assemblée nationale est obligatoirement envoyée au Sénat. Aucune exception n'est prévue à cette formule de la navette. Toute loi votée par l'Assemblée nationale est envoyée au président du Sénat pour que le Sénat délibère une nouvelle fois sur ce projet de loi. S'il y avait une exception à faire sur la loi de finances, la Constitution le dirait. Même une loi, il n'y a pas de loi organique au Cameroun, mais une loi pourrait dire, par dérogation au principe constitutionnel, ce qui n'est pas juridiquement faisable, on ne déroge pas à la Constitution, mais on pourrait imaginer que la Constitution ait prévu qu'une loi pourrait déroger à tel ou tel principe, mais aucune loi ne prévoit, la Constitution ne prévoit pas qu'une loi puisse déroger au principe constitutionnel. En conséquence, toutes les lois, y compris la loi de finances, votée par l'Assemblée nationale, doit aller au Sénat. Maintenant, concernant
la présentation du budget du Sénat devant l'Assemblée nationale, d'abord j'indique que le débat devrait être équilibré. Pourquoi demanderait-on que le Sénat aille présenter son budget devant l'Assemblée nationale et personne ne demande que l'Assemblée nationale aille présenter son budget devant le Sénat? Donc déjà ce débat-là, il n'est pas équilibré en termes, sur le plan intellectuel. Mais ça c'est pour la forme. Sur le fond, la réponse est que les règlements intérieurs des deux chambres, qui sont des lois, parce que ça s'appelle loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, loi portant règlement intérieur du Sénat. Ces deux lois prévoient que chacune des deux chambres a l'autonomie administrative et financière. Le mot autonomie, je pense que le plus commun des Camerounais comprend veut dire autonome. Nous sommes autonomes, chaque chambre est autonome dans son budget, dans sa gestion administrative et financière. Et ça ne vous exclut pas de soumettre votre budget à l'appréciation justement de ceux-là qui votent les lois? Non, je vous dis que l'autonomie consacrée par une loi veut dire vous ne sortez pas de votre chambre pour adopter votre loi. C'est pour ça que la même loi portant règlement intérieur, c'est identique sur les deux chambres, prévoit que une fois que la commission des finances et du budget de la chambre a voté le budget de la chambre, ce budget est inscrit d'office au budget de l'État. Il n'est même pas discuté en plénière de la chambre. Hein. C'est pareil au Sénat. Donc, un budget qui n'est même pas discuté en plénière, vous voulez qu'il saute la plénière pour aller dans l'autre chambre. Donc, vous voyez, il y a suffisamment d'arguments. L'autonomie financière, l'interdiction de discuter le budget en plénière, l'inscription d'office du budget adopté par la Commission des finances au budget de l'État, toutes ces discussions montrent que le débat, que l'opinion ou même certains députés ouvrent, n'a pas de fondement juridique. Justement, puisqu'on parle des opinions, notamment les opinions politiques, il y en a qui continuent de penser que finalement le Sénat est une chambre de trop. Je veux dire que concrètement, ils ne font pas de nuances. Qu'apporte le Sénat de plus au Cameroun? Bien. Concernant l'une de nos premières missions, voter les lois, je souhaite que les journalistes soient plus présents au Parlement pour suivre les délibérations. Vous vous rendriez compte que toutes les lois qui sont arrivées au Sénat depuis 2013 ont subi des amendements des sénateurs. Aussi bien des amendements sur la forme que des amendements sur le fond. Cela signifie quoi? Que le Sénat améliore la qualité des lois. À partir du moment où nous avons vécu dans un système où pendant 30 ans, il n'y avait qu'une seule chambre. Donc on imagine bien comment étaient traitées toutes les lois pendant que le Sénat n'existait pas. La valeur ajoutée que le Sénat apporte aujourd'hui, qui l'avait hier? Personne. Donc il faut faire ce raisonnement. Si nous apportons aujourd'hui des amendements de forme et de fond aux lois déjà votées par l'Assemblée nationale, il faut se poser la question, avant, ce gap-là a été comblé par qui? Et en conséquence, ce que nous apportons aujourd'hui justifie l'existence du Sénat. Il n'y a pas une seule loi, à part les lois de ratification. Si une convention vient pour ratification, là, on ne touche pas le fond, hein, c'est le principe. Mais s'il s'agit d'une loi d'initiative interne, il n'y a pas une seule sur laquelle le Sénat n'ait pas apporté des amendements de forme et de fond. Parlons de l'UNDP. Je veux dire, le parti de Bello Bouba semble de moins en moins présent. Le parti de Bello Bouba Maïgari. C'est comme ça que la presse l'appelle à... Bon, pour faire simple, hein, je veux dire, à la limite, on identifie les partis. D'ailleurs, vous ne nous facilitez pas non plus la tâche dans ce sens-là. Je veux dire que derrière le président du parti, on perçoit très peu des identités qui se démarquent. Y compris à l'UNDP. Y compris à l'UNDP, bien sûr. Je prends note. Voilà. Alors, perte de poids politique. Je veux dire que même dans les institutions, vous n'avez plus autant de députés ou de sénateurs comme ça a été par le passé. Que vaut l'UNDP aujourd'hui? Alors, l'UNDP, et je me réjouis de cette question, l'UNDP pèse le même poids qu'il pèse depuis 20 ans. Comment vous l'expliquez? Si vous prenez tous les scrutins depuis 1992 jusqu'en 2013,
et je suis secrétaire général de l'UNDP. Pas depuis 2002, comme on l'avait indiqué en introduction, mais je ne voulais pas corriger cela pour rien, mais c'est depuis 1997, donc depuis pratiquement 20 ans. Mais je suis secrétaire général depuis 2002, peut-être c'était ça la nuance. L'UNDP pèse depuis 20 ans entre 400 000 et 500 000 électeurs à l'issue de chacun des scrutins qui ont été organisés dans ce pays. Le poids politique, le poids électoral de l'UNDP est le même entre 400 et 500 000 électeurs. Cela représente, selon les époques, entre 10 et 15% de l'électorat, parce qu'on n'a pas toujours le même volume d'électorat selon les époques. Il se trouve que pour des raisons de découpage électoral, le système électoral ne permet pas que, quand vous avez 49% des voix et que celui qui est devant vous a eu 51%, que vous ayez un élu. Que ce soit au municipal ou aux législatives, vous pouvez avoir 49 si votre conséquence, vous avez moins de représentants. Bien. Donc, c'est ainsi que, par ce jeu-là, l'UNDP a vu sa représentation s'effriter à certaines périodes pour se retrouver aujourd'hui à 5 députés. Mais l'indice essentiel à observer, c'est le poids électoral. Quand vous avez toujours entre 400 000 et 500 000 électeurs, entre 10% et 15% d'électorat qui vous soutient, il faut aller au-delà des constats superficiels en disant que le nombre d'élus a chuté, mais est-ce que ceux qui vous soutiennent ne sont plus les mêmes? S'ils sont constants, c'est vrai, je consens avec vous que nous aurions dû avoir plus de soutien. Le fait que nous stagnions entre 400 et 500 est un problème. C'est un problème, je le conviens. J'en conviens, mais je pense qu'il faut distinguer la baisse du nombre d'élus par rapport à la stagnation du volume électoral, par rapport à la nécessité qui est la nôtre d'augmenter cette place sur la scène politique. Où en êtes-vous avec la plateforme UNDP-RDPC? La plateforme, c'est comme la Constitution. Hein, pour faire court, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est un texte qui est adopté depuis 1997, dans bientôt 20 ans, qui n'a pas fait l'objet de révision, malgré les demandes récurrentes de l'UNDP, parce que à l'expérience, l'UNDP se rend compte que ce texte mérite une relecture. Nos partenaires ne pensent peut-être pas la même chose que nous, mais nous demandons régulièrement une relecture de ce texte. Mais en droit, c'est un texte qui nous lie, un texte qui lie des parties, qui n'a pas été dénoncé par l'une des parties, reste valable. Mais vous revendiquez la révision du texte et vous ne le dénoncez pas. Comment ça se comprend? Je crois que vous-même, vous venez d'utiliser deux termes qui sont différents. Absolument. Demander la révision et dénoncer. Je crois que ce n'est pas exactement la même chose. Hein. Nous demandons la révision. Nous pensons qu'il mérite d'avoir une physionomie différente 20 ans après. Nous pensons que la collaboration doit se poursuivre. Peut-être que votre attentisme conforte le RDPC. Il se dit, vous ne faites pas tant de bruit, donc à la limite. Je ne pense pas qu'il ne s'agit pas d'un document qui s'impose au Cameroun. Il s'impose à deux partis politiques qui, comme vous le savez, sont des associations privées. Quand nous discutons entre nous, lorsque nous interpellons notre partenaire, on n'appelle pas la presse. Je peux vous rassurer que nous ne manquons pas une occasion, soit de manière formelle, soit de manière informelle. Nous rencontrons les signataires de la plateforme du côté du RDPC régulièrement. Grégoire Rona est ministre, qui représente très souvent le ministre chargé des relations des assemblées au Sénat. Donc nous avons de nombreuses occasions de rappeler nos intentions à la partie RDPC. Donc nous pensons que le RDPC doit prendre conscience de ce que ce texte, que nous ne dénonçons pas, mérite une relecture pour que son application soit plus conforme aux nécessités d'aujourd'hui. L'UNDP pense-t-il également à l'alternance au sommet de son parti? Ou alors, serait-ce comme votre parti allié, ou leur test fondamental dit simplement que le président est de fait candidat à toutes les élections? Oui. Nous, à l'UNDP, on n'a pas cette disposition. Je ne veux pas porter un jugement sur le texte d'un parti qui n'est pas le mien. Mais nous n'avons pas une disposition semblable à l'UNDP. En conséquence, il n'y a pas de candidat naturel
à l'UNDP pour des élections. En revanche, je suis, en tant qu'intellectuel, préoccupé par la permanence, la longévité des dirigeants à la tête des institutions. Je pense qu'il faut avoir une réflexion sérieuse, sans que ce soit sous la pression, sur les modalités de reformuler les dispositions des textes des partis politiques qui permettent la désignation de leurs dirigeants. Parce que même si, sur le plan juridique, il n'y a rien à dire, hein, la plupart des textes des partis politiques disent que lorsqu'on va au congrès de ce parti, il y a une compétition présumée. Parfois, il y a un seul candidat. Parfois, il y en a eu deux. En 2002, il y a eu deux candidats à la présidence de l'UNDP au congrès de Maroua, même si le deuxième candidat s'est retiré à la fin. Donc, ça montre qu'il y a quand même une flexibilité des textes. Donc, il faut réfléchir entre la qualité des textes et la praxis politique qui amène généralement à ce que ce soit les mêmes qui soient à la tête du parti. La longévité à la tête des partis vous pose problème? C'est un problème de réflexion. Ça ne me pose pas un problème en tant que tel. Si le président qui est là est le plus méritant et le plus légitime, c'est normal. Mais une longévité qui va au-delà de ce qu'on peut considérer comme nécessaire pour la clarté du processus politique, il y a un débat qu'il faut avoir en interne sur ces questions-là. Et au-delà des partis, vous le direz, de même pour les institutions nationales. Alors pour les institutions, c'est autre chose. Républicaines. Je suis plus formel là-dessus. Là, c'est une question, comme dirait un de mes amis, de philosophie politique. On a le droit entre deux systèmes. Le système de la limitation des mandats présidentiels et le système de laisser le peuple se décider parce que c'est le peuple qui est souverain. Dans ces deux philosophies politiques qui, en termes de sciences politiques, se valent. Je pense qu'il faut être honnête là-dessus. En sciences politiques, les deux thèses sont équivalentes. La thèse de ceux qui pensent qu'il faut limiter les mandats pour permettre un renouvellement, même un renouvellement par le même parti politique. Parce que si les mandats sont limités, il n'y a pas de problème. Lorsque le suivant prend ses fonctions, même s'il est issu du même parti politique, c'est quand même une forme d'alternance. L'autre formule qui consiste à dire le peuple, c'est lui qui est souverain, on ne peut pas limiter sa volonté, c'est également défendable. En sciences politiques, les deux thèses se valent. Mais la mienne, j'ai une préférence pour la première, pour la limitation des mandats. Peut-être en raison de ma culture personnelle, ma culture politique, la vision des partis qui ont institué la limitation des mandats, comme les États-Unis, qui montrent une flexibilité dans le renouvellement du personnel politique que tout le monde admire. Donc, c'est une question d'option politique. Mon option, c'est la limitation des mandats. Mais je ne critique pas ceux qui pensent que le peuple est souverain et pourrait renouveler son mandat ad vitam aeternam à la même personne. Et justement, en ce moment, le RDPC vit au rythme des appels à candidature du Nord, du Sud, d'ailleurs des sénateurs, et les sénateurs du Centre, entre autres, s'y sont mêlés. Votre parti va accompagner le RDPC dans ce mouvement-là? Vous avez une plateforme, non? Ça ne prévoit pas ce genre d'accompagnement? Là, vous posez une question à la fois d'actualité et que je considère comme sérieuse. Je vous ai indiqué que je suis venu ici avec la Constitution du Cameroun. Absolument. Le débat qui s'ouvre là avec les appels à candidature, les motions, pose le problème de la juridicité de ces procédures-là. J'entends que des mouvements se mettent en place pour appeler le président sortant à se représenter. Éventuellement, les débats l'indiquent, à écourter son mandat pour reprendre un autre. L'article 6, alinéa 4 de la Constitution, traite des modalités de dévolution du pouvoir. Le mandat présidentiel ne peut être écourté que dans 3 circonstances. Le décès, la démission ou l'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Si le président de la République décède, c'est la nature qui l'aura décidé. Le mécanisme de la succession se met en place
tel que prévu par la Constitution. S'il y a un empêchement définitif, il faut qu'il soit constaté par le Conseil constitutionnel. Je ne veux pas spéculer sur quel peut être le motif de l'empêchement définitif, mais il faut qu'il soit constaté par le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions-là, ça ressemble un peu au décès. Le mécanisme se met en place. La troisième formule, c'est la démission. Mes amis du RDPC pensent certainement à cette formule-là, parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une quatrième. Que le président de la République, en fonction, élu pour 7 ans, pourrait jouer comme ça avec les Camerounais, jouer avec la Constitution en disant « Ah, la Constitution me permet de démissionner, alors je démissionne. Et le lendemain, je suis recandidat. » Mais généralement, quand un président de la République démissionne, ce n'est pas une formule courante de démissionner. Absolument. Il s'adresse à son peuple pour dire « je démissionne ». Mais quand on s'adresse à son peuple, on dit pourquoi on démissionne. Et généralement, on démissionne peut-être parce qu'on n'a plus les moyens, on n'a plus le soutien populaire nécessaire, on n'a plus la force physique nécessaire. On donne au peuple les raisons pour lesquelles on démissionne. Ces raisons-là ne peuvent pas disparaître le lendemain. Pour dire que j'ai annoncé que j'étais fatigué, que j'ai démissionné pour ces raisons. Non, maintenant j'ai démissionné. Non, je suis en forme, je suis de nouveau candidat. Il faut que nos amis du RDPC, qui pensent à cette formule-là, moi je ne sais pas, ils n'ont pas dit, mais comme j'ai énuméré les 3 seules hypothèses, qui nous disent quelle est l'hypothèse qui permettrait que le mandat soit écourté. Et que si c'est la démission, qui nous disent quel serait le motif de la démission. Et comment ce motif pourrait justifier que demain, la même personne qui aurait dit que je démissionne parce que je suis en incapacité de pouvoir continuer ma mission, trouve subitement les compétences, la force, l'énergie pour se représenter pour 7 ans encore. Pour vous, il n'y a pas lieu de faire moi je pense... ces appels. Non, moi je fais pas de procès d'intention. Mais que ceux qui s'engagent dans cette démarche soient clairs avec le peuple. Soient clairs avec leurs propres militants. C'est pas la première fois que les appels sont faits. Hein. Non, les appels à écourter les mandats, c'est la première fois. La première fois. Absolument. La dernière fois, on appelle pour la reconduction au terme du mandat normal. Mais je ne sais même pas, on n'a pas encore dit qu'on appelle à écouter les mandats, mais comme il y a des analyses autour, que ceux qui font ces appels soient plus clairs vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de leurs propres militants, parce que c'est des appels des élites, qui disent à leurs militants, ce que nous faisons là, voici la finalité, nous souhaitons ceci, nous souhaitons que notre président aille jusqu'au bout de son mandat, ou qu'il écourte, mais dans chacune des circonstances, puisqu'on est à 3 ans de l'élection, je suis persuadé que ces appels-là, ce n'est pas pour qu'on attende 3 ans. Absolument. On va parler en un mot de l'opposition camerounaise. Je veux dire 26 ans presque après le retour du multipartisme au Cameroun. Elle a l'impression, l'opposition n'a toujours pas, je veux dire à la limite, elle donne l'impression d'être essoufflée aujourd'hui, comme si elle est battue dans le débat politique, très peu présente, le déploiement du RDPC. Si on vous demandait de faire une lecture 26 ans après l'opposition camerounaise, qu'en direz-vous? Oui, votre analyse est exacte. L'opposition est en panne. Mais je voudrais penser que c'est une panne, comme pour une voiture, la panne n'est que temporaire. Rares sont des pannes définitives. On ne peut pas imaginer un Cameroun qui a les forces, les ressources humaines qu'il a, qui a les compétences qu'il a. Imaginez qu'il manque les énergies pour renouveler le personnel politique. C'est un problème aussi de renouvellement du personnel politique. Parce que c'est le personnel politique qui porte des idées. Nous regardons autour de nous en Afrique des pays qui ont compensé complètement terminé en termes de capacité de redressement. On a le Burkina Faso, qui avait un leader fort, puissant. Mais il s'est réveillé. Donc il faut désespérer de rien. Alors, parlons des questions de sécurité. Cette semaine, l'extrême nord Cameroun a connu des moments extrêmement durs. Près d'une demi-centaine de victimes. Pas plus tard que ce matin encore, on a eu
on a eu des attentats. Alors, à côté des troupes camerounaises, il y a des troupes étrangères, il y a des troupes... Comment est-ce que vous appréciez le mouvement qui se met autour de la lutte contre Boko Haram? Je veux dire, êtes-vous satisfait de la façon dont la riposte est conduite en ce moment? J'ai toujours dit que en matière de sécurité, de défense du territoire, toutes les barrières politiques doivent être abaissées et toute la population doit se mettre autour de son chef pour soutenir sa vision, ses actions et son combat. Sur cette question-là, je ne change pas. Il faut que nous soyons tous derrière le chef de l'État dans la lutte qu'il mène contre Boko Haram, aussi bien en interne que dans le cadre des coalitions qu'il a réussi à constituer. Autre question, on va prendre les thèmes un par un maintenant. Il nous reste plus beaucoup de temps sur le plan économique. Le Cameroun sollicite un certain nombre de points de croissance, 5 à 6. Nous sommes en 2016, en vue de l'émergence. On atteint difficilement, on traverse difficilement les 5,5. Êtes-vous confiant à travers tous les plans qui ont été mis en place, plan triennal, plan d'urgence, pour accompagner les projets structurants? Pensez-vous que peut-être d'ici 2025, on va commencer à voir les premiers signes convaincants pour nous faire croire qu'en 2035, on y sera? C'est difficile à dire. Lorsque le document de stratégie pour la croissance de l'emploi a été mis en place en 2009, pour la période 2010-2020, il était question qu'il y ait une progression constante du taux de croissance et qu'on soit aujourd'hui autour de 8%. Et que, à échéance 2020, qu'on soit autour de 9-10%. On en est loin. C'est cette progression-là qui détermine la capacité à poursuivre la vision pour l'émergence en 2035. Donc il ne faut pas attendre 2020 ni 2025 pour constater que le chemin n'est pas celui qu'on avait imaginé au départ. On est en retard sur le chemin de la croissance imaginé au départ. Alors on va parler un peu de vous, hein. Vous n'aimez pas beaucoup. En tant que sénateur, concrètement, quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour les populations, au-delà des textes que vous votez? Je veux dire que moi, citoyen de la circonscription à laquelle vous reconnaissez, du moins pour laquelle vous avez été désigné, comment je me reconnaîtrai à travers vous? D'accord. Après avoir rappelé, comme vous l'avez indiqué, que l'une des fonctions principales, c'est être actif au Sénat. Sur ce plan-là, je pense que les 2-3 premières années montrent que je suis utile à cette place-là. Mais votre question porte plutôt sur ce que j'ai fait sur le terrain. Absolument. Compte tenu de la dimension du sénateur, des moyens que le Sénat, que l'institution donne aux sénateurs pour pouvoir se déployer, qui sont des moyens limités, j'ai indiqué lorsque j'ai pris mon mandat au mois d'août, ici à Douala, lors d'une réunion de présentation de mon projet sénatorial, que je comptais mettre l'accent sur l'éducation. Parce que l'éducation, c'est le meilleur investissement. Et c'est dans ce domaine que je mets l'essentiel de mon énergie depuis que je suis sénateur. Puisqu'on ne peut pas intervenir dans tous les domaines, j'ai choisi jusqu'à présent le domaine de l'enseignement supérieur. Chaque année, je donne des bourses à des étudiants des universités. La première année, c'est à l'université de Yaoundé 1. Yaoundé 2, pardon. Yaoundé 2 SOA, où j'ai financé l'acquisition d'ouvrages dans le cadre de la journée de l'étudiant de l'université de Yaoundé 2 SOA. La deuxième année, c'était des bourses pour les étudiants de Yaoundé 1 et l'université de Douala. Je signale qu'à l'occasion de chacune de ces attributions, j'ai fait une réunion publique à laquelle la presse est conviée et rend généralement compte. Cette année, dans les prochaines semaines, je vais, compte tenu de l'actualité, j'ai choisi cette année l'université de Maroua, où je vais dans les prochaines semaines donner des bourses aux étudiants de l'école normale supérieure et l'Institut du Sahel. C'est pour indiquer, comme je vous ai fait comprendre au début, que je souhaite marquer mon action par une dimension nationale. Absolument. Mais bien entendu, vous le constatez, le littoral n'est pas exclu de ces champs de prédilection. J'indique également que je compte, parce que c'est également l'une de mes compétences,
intervenir, mais de manière résiduelle, hein, compte tenu des moyens dans le secteur de la santé. Je vous indiquerai le moment venu comment j'interviens dans ce secteur. C'est votre secteur de prédilection. On aurait pu parler du budget, des APE, de l'émergence, on en a parlé, de la gouvernance de la corruption. Mais je voudrais qu'on ressorte avec un sujet, en principe, qui devrait nous décontracter. Mais en principe, le Cameroun doit accueillir d'ici novembre 2016 la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, le stade dames, effectivement. Oui. Le stade Omnisport, finalement, de Limbe a été baptisé il y a quelques jours, c'était hier. Quand vous regardez l'évolution de cette marche-là, vous serez au stade en novembre 2016 au Cameroun? La question, vous me la posez à moi, mais je serai au stade, puisque le mois de novembre, c'est le mois de la session parlementaire, mais peu importe, hein, au moins les matchs de Yaoundé, j'y assisterai. Donc si c'est la question rapidement... Non, en fait, derrière la question, oui. Je me regarde l'évolution des travaux, du chantier, la façon dont les choses se mettent en place. Est-ce que vous êtes confiant? Je suis confiant, non pas parce que je suis vraiment confiant que tout sera prêt à date, mais on est limité par les délais. Ce qui est sûr, c'est que la compétition aura lieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des stades sur lesquels les filles vont évoluer. On a la même certitude en 72, mais il y en a qui sont allés en prison. Hein. Moi, je ne conteste pas le fait qu'après la compétition, on pourra demander des comptes. Mais au moins, les matchs auront eu lieu. Ça, au moins, je voudrais... je ne suis pas dans l'organisation, mais je voudrais être personnellement rassuré qu'il n'y a pas de doute là-dessus. La compétition aura lieu. Les conditions dans lesquelles ils auront lieu, on pourra en discuter après. Mais la compétition aura lieu, il faut être confiant. Nous serons là pour soutenir les nations qui viendront chez nous. Docteur Pierre Flamon-Gayab, Flamand n'aura ni fait docteur, ni fait président, ni fait sénateur. On aura eu simplement l'homme politique. Merci d'être venu ce soir. C'était un plaisir. Moi également, je l'ai bien partagé. Voilà, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre édition de Entretien. Jeudi prochain, nous serons avec le président du MRC, Maurice Kamto. Bonsoir et à jeudi.